Aimables téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes dans l'émission Un jour, un activiste. Nous accueillons donc aujourd'hui un activiste hors pair de par sa fougue et son aisance à exprimer les mots. Il est l'une des voix incontournables du mouvement panafricanisme nouveau. Il est camerounais, grand chroniqueur sur la chaîne Afrique Média. Il s'appelle François Oba Biko. Nous avons eu le privilège d'interviewer cette icône en marge du deuxième forum économique et humanitaire Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet dernier à Saint-Pétersbourg. François Oba Biko nous parle des enjeux de ce forum, des défis que le mouvement panafricaniste doit relever pour sa survie. Il répond aussi à ceux qui estiment que la Russie n'est pas une puissance qui apporte du développement. Avant de continuer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, aimer, commenter et partager le contenu pour soutenir ce travail que nous faisons gratuitement. ONG TV, la voix des activistes. Le forum qui se tient aujourd'hui à Saint-Pétersbourg vient à la suite d'un premier forum qui a eu lieu à Sochi il y a cela quelques années. Mais en réalité, lorsqu'on scrute l'environnement sociopolitique mondial, on se rend à l'évidence que la gouvernance qui avait été mise en place à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 est en train d'être remise en cause aujourd'hui avec la résurgence de nouveaux pôles de leadership mondiaux. Nous avons aujourd'hui le BRICS, nous avons les pays africains en développement qui avancent, nous avons les pays asiatiques, nous avons le dragon, mais nous avons aussi les anciennes puissances que l'on pourrait appeler les puissances occidentales, à laquelle on peut ajouter la Chine, si vous voulez très bien. Donc quoi qu'on dise aujourd'hui, la gouvernance mondiale se remet en place en fonction des nouvelles exigences de l'environnement que je viens de citer tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que ce sommet, ce forum, se tient alors que le monde est en train de craindre la même situation qu'il y a eu en 1939, 45, 16 et 19. À savoir la mission spéciale de la Russie en Ukraine fait craindre à les anciennes puissances qui sont mises en place à l'issue de 1945 qu'elles peuvent perdre un certain type de place. Mais ce qui est important pour l'Africain que je suis, pour le panafricaniste que je suis, c'est qu'on demande à l'Afrique de jouer le même rôle qu'elle avait joué à la guerre 16-19, le même rôle qu'elle a joué à la guerre 39-45, c'est à savoir être d'abord le pourvoyeur des hommes qui vont aplanir les questions de sécurité, donc amener la stabilité et la sécurité en Europe, tant en 39, 45, 16 et 19. Mais encore plus grave, vous savez qu'à l'issue de 1945, on a créé la Banque pour la reconstruction de l'Europe, qu'on appelait la BERD, qui est devenue la Banque mondiale, le FMI. On voudrait encore amener à l'issue de cette guerre, de cette mission spéciale de la Russie en Ukraine, qui peut aboutir à une guerre mondiale, comme cela a été le cas avant. On voudrait amener l'Afrique à jouer le même rôle, non seulement de pourvoyeur de fonds et de matières premières pour reconstruire une Europe qui s'est mise en lambeaux, mais surtout qu'elle reste en rage campagne pour que les grandes puissances dites de première génération continuent de le faire. Je pense que la tenue de ce deuxième forum, Russie-Afrique, à la suite des forums États-Unis-Afrique, France-Afrique, Europe-Afrique et tout ce que vous voulez, Japon-Afrique, pose la problématique de la place réelle de l'Afrique dans le concert des nations. Ici, à Saint-Pétersbourg, nous avons eu l'impression que nous parlons d'égal à égal avec l'autre puissance qu'on appelle la Russie. Et que la Russie pose des problématiques fondamentaux, non pas de tutelle ou de partenariat, mais de relations économiques, de relations humanitaires qui tiennent compte du fait que l'Afrique est le pourvoyeur de l'humanité aujourd'hui. Nous sommes ici, on se rend à l'évidence que nous parlons à un partenaire qui veut régler les problèmes de chez nous. Vous voyez que je ne parlais pas de la question sécuritaire, parce que vous savez très bien que le Mali, le Burkina Faso, eux sont en train de régler un certain nombre de types de problèmes sécuritaires grâce à ce partenariat gagnant-gagnant, à l'issue du partenariat avec la Chine, à l'issue du partenariat des autres. Nous pensons donc, lorsqu'on y a ajouté ce partenariat qui est très important et qui suscite beaucoup d'interrogations en ce qui concerne les velléités de partenariat des autres puissances, à savoir que les médias africains ont été mis au même niveau d'égalité que les médias russes. Nous avons eu un forum, nous avons eu des échanges pour que le monde de demain, qui va se mettre en place de la deuxième génération après ce 39-45, soit un monde où nous avons les mêmes termes, les mêmes mots pour expliquer les mêmes solutions, pour expliquer les mêmes problématiques. Hier, c'était les médias du Nord qui nous arrosaient avec les vérités qui étaient les leurs.
Ici, nous avons eu l'impression avec Russia Today, avec Sputnik, avec la volonté du pays russe dans lequel nous trouvons, c'est que nous ayons, parce que nous avons fait les mêmes écoles, nous ayons les mêmes langages pour construire le monde de demain. Donc pour moi, l'importance de ce sommet, qui n'est pas spécifique, parce que je vous ai cité d'autres sommets qui ont eu lieu, mais à la différence ici, on a l'impression qu'on parle entre les hommes qui sont mis par un même destin, par une même volonté de sortir de l'ornière du sud-monde dans lequel nous sommes restés pendant très longtemps inutilement. Les défis sont de deux ordres. D'abord, en ce qui concerne nous qui avons suscité le nouveau panafricanisme, parce qu'il faut bien dire que nous sommes de nouveaux panafricanismes. Nous ne sommes plus le panafricanisme lancé par Martin Luther King Jr. et Mohamed, Malcolm X. Je vous donne la différence. Le nouveau panafricanisme a été axé sur les leçons que nous avons tirées de l'appel lancé par les Juifs en ce qui concerne tous leurs frères qui étaient éparpillés dans le monde entier. Donc nous avons, le premier panafricanisme était que nous rentrions en nos terres. Ça c'est le premier panafricanisme. Celui d'aujourd'hui, il n'y a plus de monde avec les limites, il n'y a plus de monde avec les frontières. Vous pouvez rester en Afrique et être au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc on n'a plus besoin de demander à des frères qui sont partis par déportation et esclavage de rentrer en Afrique. Nous construisons un monde de l'universalité. C'est-à-dire que vous êtes un Africain, vous êtes Américain, vous êtes un Africain, vous êtes Français, vous êtes un Africain, vous êtes Azerbaïdjanais ou Russe. Vous n'avez pas besoin de traverser la mer pour revenir en Afrique. Vous devez expliquer aux Russes, aux Américains, aux Français qu'on ne peut plus se comporter comme au temps de Caravelle, où on venait rapter les enfants d'Afrique pour aller construire la croissance aux États-Unis et autres. On reste au téléphone avec les nouvelles technologies, on se parle, on a besoin de quelque chose, chacun apporte ce dont l'humanité lui a pourvu comme possibilité d'aider son frère d'en face. Notre niveau panafricain est celui qui convoque l'intelligence, qui convoque la conscience, qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Mais il ne faudrait pas que l'autre croit qu'il peut vivre sans nous. Notre niveau panafricain est celui qui dit ce qu'est réellement l'Afrique, le centre du monde. Donc on n'a pas besoin de venir voler, de venir piller, de venir donner des leçons aux Africains. On a besoin de leur dire vous avez l'or, le diamant, les minéraux, tout ce que vous voulez. On peut les transformer sur place pour permettre à ce que, à l'issue de cette transformation, de ces échanges, que l'Afrique ne sera pas déficitaire. Nous voulons un niveau panafricain où le médecin camerounais peut bien soigner aux États-Unis, il n'a pas besoin de rentrer chez nous. Nous voulons un niveau panafricain où les termes de l'échange ne sont pas pris par une seule personne. À l'époque, on n'avait pas les médecins, on n'avait pas les intellectuels, aujourd'hui, on les a. Nous ne sommes pas contre le blanc. Nous ne sommes pas contre les Européens, nous ne sommes pas contre les Asiatiques, nous sommes contre personne. Nous voulons simplement que lorsque vous venez chez nous, que vous ne soyez pas en situation de condescendance, que vous nous parlez comme des hommes normaux. Voilà notre type de panafricanisme à nous, qui tient compte du fait que la troisième génération du monde sera hybride. Il n'y aura plus de blancs, parce qu'aujourd'hui il y a les métis partout, il n'y aura plus de noirs, il n'y aura plus de rouges, il n'y aura plus d'Américains, il n'y aura plus d'Asiatiques, il n'y aura plus d'Africains. Il y aura un monde où tout le monde parle le même langage et a besoin que le monde soit beau pour tout le monde. Voilà notre type de nouveau panafricanisme. Parce que nous sommes une génération sacrifiée. Nous n'avons pas voulu aller en guerre, nous nous sommes dit il vaut mieux poser les problématiques. Ce nouveau panafricanisme a un seul hic pour les Occidentaux, c'est qu'il faut revoir le support d'éducation. On ne peut pas commencer à enseigner, continuer à enseigner les autres, alors qu'on n'enseigne pas nous-mêmes. Mais on tiendra compte du fait que les langues de communication sont des langues universelles. Le fait d'enseigner Toutankhamon, d'enseigner Oumniobe, d'enseigner Nelson Mandela en français ne gênera pas l'Africain de demain. Mais le problème c'est de lui dire que oui, il y a Jésus Christus, il y a Baha'u'llah, il y a Mohamed, mais il y a aussi des dieux africains. Il y a les valeurs africaines qu'il faudrait qu'au choc des autres valeurs, qu'elles ne disparaissent pas. Ça, c'est le panafricain qui concerne la génération qui va nous suivre. Celle d'aujourd'hui, c'est uniquement la conscientisation, pas de haine raciale, pas de haine tribale, mais un choc de civilisation qui voudrait que l'intelligence, nous avons fait les mêmes écoles, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Nous refusons, notre génération à nous, que les guerres des autres continuent à être nos guerres. Nous refusons que les maladies des autres continuent à être nos maladies. Nous leur disons, nous avons nos maladies, nous avons nos guerres. Nous refusons surtout, je termine par là, que les solutions apportées aux problèmes dits africains soient des solutions qui tiennent compte des critères de convergence occidentale, des critères de divergence occidentale. Personne, je vous le proclame aujourd'hui, ne doit vous dire comment aimer votre chef d'État. Personne ne doit vous dire comment haïr votre chef d'État. Personne ne doit vous dire comment vous soyez. Mais on peut vous dire que
les maladies africaines sont les maladies africaines. Nous ne sommes pas encore mûrs par la modernité. Comment garder le quinquennat pour qu'il devienne la Nivakin de demain? On peut transformer ça sur place, on peut faire ce nom de sur place. Donc, je proclame ici un monde de demain où il n'y aura pas de différence, où il n'y aura pas de clivage. Mais pour le moment, pour le faire, il faut reconstruire la dignité africaine qui avait été perdue de par l'esclavage, de par la colonisation, mais pas surtout le néocolonialisme. Nous avons été hier clonés par l'éducation occidentale, nous refusons d'en être les clowns. C'est pour cela que nous pensons que les valeurs comme la démocratie, la liberté, il faut aussi qu'on tienne compte de l'environnement d'Africains dont nous sommes. Voilà le type de panafricanisme dont nous ne sommes que les porteurs intermédiaires. Vous savez que les mouvements de population, les conquêtes des espaces ont fait en sorte que l'Afrique qui était essentiellement noire est devenue une Afrique multicolore. Les gens dont vous faites allusion sont de l'arabisme. Ils sont venus en Afrique faire des conquêtes. Il faut leur expliquer que la notion d'appartenance, elle est d'abord spatiale. Ils sont africains, ils demeureront africains jusqu'à ce qu'un nouvel type de colonisation les fasse être autre chose que j'appelle la génération hybride du monde. Les Tunisiens, les Marocains doivent cesser de se comporter comme des Arabes. Ils sont des Africains. Donc, parce que nous partageons le même sol, nous partageons les mêmes problèmes, nous partageons les mêmes influences cosmiques, tectoniques et tout ce que l'on veut. Ça, c'est le problème de l'éducation. La deuxième chose, c'est qu'il faut leur dire qu'en attendant qu'ils soient européens, ils ne le seront jamais. Pour le moment, ils sont africains parce que nous avons le droit du sol. La deuxième chose, c'est que envoyons nos enfants dans les mêmes écoles pour qu'ils soient ensemble, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas différents les uns des autres. Ce dont vous faites allusion, c'est le néocolonialisme. Il y a un type de gens africains qui n'ont pas encore su construire une masse critique populaire autour d'eux, pour que lorsqu'ils sont en problème, qu'ils n'expliquent pas leurs problèmes par le fait de l'étranger. Même nous-mêmes, dans le mouvement panafricanisme résurgent, il y a des frères qui ne croyaient pas, qui sont venus nous trouver, qui n'ont pas su que la marche de Mao Tse-tung devait durer sur 5000 km, des millénaires, des années et des années. Il faut tenir compte des écopés mentaux, des écopés physiques. Donc ce que vous avez vu en Tunisie n'est pas le fait du peuple tunisien, c'est le fait du leadership tunisien qui n'a pas su expliquer pourquoi les enfants de Tunisie d'aujourd'hui ont des problèmes. Ils n'auront pas dit que les problèmes des enfants de Tunisie sont les mêmes que les problèmes des enfants de la subsaharienne, qui sont les mêmes des enfants aujourd'hui en Belgique, aujourd'hui aux États-Unis. C'est ce pan-là qu'il faut avoir le courage de casser pour le leadership. Nous comprenons le leadership. La même chose qui se passe en Tunisie, on peut l'avoir vu en Afrique du Sud, où il n'y a que les Noirs et les Noirs. On peut l'avoir vu. Donc ce n'est pas un phénomène typiquement tunisien. Le problème, c'est que les solutions apportées sont des solutions de la troisième génération de l'Afrique. C'est dont je vous ai fait allusion tout à l'heure. Nous ne sommes que des porteurs, mais nous devons rassurer les Tunisiens qu'ils sont africains. Nous devons rassurer les Marocains qui sont africains, en même temps qu'il faut rassurer les Camerounais, les Congolais et les autres que nous sommes tous d'une seule Afrique. Parce que demain, nous passerons au-delà de l'Afrique pour parler du monde. Donc il ne faut pas croire que la situation dont vous avez fait allusion est une situation typiquement tunisienne ou marocaine. C'est une situation mondiale. Il y a des jeunes Européens qui traversent la mer pour venir en Afrique. Il y a des jeunes Africains qui traversent la mer pour aller en Europe. La malchance de la Tunisie, c'est qu'elle est proche de la destination prise par les Africains pour aller chercher pitance ailleurs. Si nous installons, au lieu de transporter nos matières premières sans les transformer, au lieu de transporter nos valeurs, de les rapter, puis les meilleurs médecins, puis les meilleurs avocats, pour les aller amener en Europe, il appartient à l'État tunisien de construire les conditions pour que les Africains se sentent à l'aise, d'abord les Tunisiens chez eux, pour qu'en cas de problème, qu'on n'explique pas que la solution à leur problème, c'est de chasser le frère qui est venu. Parce que les enfants qu'on chasse en Tunisie sont dans les universités tunisiennes, qui sont des endroits de passage pour le monde de demain, pour l'Afrique de demain. Si on casse cette possibilité de mettre les enfants d'Afrique ensemble à travers la quête de l'intelligence, on aura raté notre vision, on aura raté notre objectif. J'ai beaucoup de peine parce que j'ai décidé dans mon panafricanisme de défendre les leaderships africains. Parce que je les ai compris. Ils ont les épées de Damoclès sur leur tête. Lorsque je rencontre un chef d'État, lorsque je rencontre le chef d'une institution, qu'elle soit économique, culturelle ou autre, je voudrais d'abord m'assurer que cette personne sait ce que je voudrais lui dire. Et que ce qu'il va me dire, je serai bien compris. Les leaders africains actuels sont les leaders des générations intermédiaires. Ils sont encore nus
par la peur de faire le saut dans le vide. Et cette peur de faire le saut dans le vide est due à votre génération, qui doit rassurer les chefs d'État africains, qui doit rassurer l'Union africaine, qui est encore un conglomérat de chefs d'État au lieu d'être un conglomérat de peuples, que s'ils posent un acte conséquent, ils veulent s'assurer que vous, les jeunes Africains, vous, les populations africaines, les peuples africains, seront autour d'eux. Donc il y a parfois un langage diplomatique qui ne peut pas voir au premier degré. Ce dont l'Union africaine fait allusion, c'est que quand un chef d'État pose un acte, comme on le voit au Mali, comme on le voit au Burkina Faso, comme on a vu dernièrement au Niger, comme on peut l'avoir vu en Afrique du Sud, est-ce que vous, la génération intermédiaire, nulle part d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs antiques africaines, est-ce que vous êtes prêts à être le bouclier autour de nos chefs d'État? Est-ce que vous êtes prêts à être le bouclier autour de nos leaderships? Quand j'appelle bouclier, ce n'est pas que vous allez vous mettre devant une arme, mais il ne faudrait pas que l'Afrique finisse de vous former, vous allez travailler en Europe. Il ne faudrait pas que, quand vous travaillez en Afrique, vous laissez la lumière allumée dans votre bureau parce que vous dites c'est pour l'État. Il faudrait que vous compreniez que vous travaillez pour les générations futures comme les pères fondateurs l'ont fait. En ce qui concerne l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue l'Union africaine, elle a intérêt à faire la mutation et la mue nécessaire de partir du syndicat de chefs d'État à un syndicat des peuples africains. Et c'est nous qui devons travailler dans ce sens, en les rassurant que lorsqu'ils auraient pris un acte conséquent, ils auront derrière nous, lorsque la masse de pression multiple qui s'abattent sur vous. Vous savez que pour venir dans ce sommet, il y a un type de leadership qui ont menacé les leaderships africains, que si elles viennent dans ce sommet, ils vont perdre un certain nombre de choses. Je ne parle pas beaucoup d'argent, je parle d'opportunités. Je parle de capacité de rendre les opportunités viables pour les peuples africains. Il vous appartient, vous qui êtes allé apprendre à lire le bois au bois dans les universités occidentales. Lorsque vous rentrez chez vous, ne liez pas le bois au fer. Ce dont vous faites allusion, c'est parce que nos intellectuels ont peur de dire la vérité aux populations africaines. C'est ce que j'appelle lier le bois au fer, ça roule. C'est à vous qui avez la chance d'avoir été dans les universités, de ne pas recopier les supports qui sont de l'autre côté pour rendre l'Afrique viable. Il faut donc enseigner aux Africains de demain qu'il est possible que l'on construise le développement africain. Il ne faut pas que le développement africain soit fait sur la base de Keynes, qui était un économiste qui avait mis en place un système pour reconstruire l'Europe. Il s'agit de remettre en place vos supports économiques, vos supports politiques, vos supports culturels, pour que l'enfant africain ne se sente pas mal, qu'il comprenne mieux leur leadership. Ce que vous avez l'Union africaine faire, c'est ce que vous avez la CEDEAO faire. Il s'agit pour vous les intellectuels, pour vous les Africains, de faire des conférences, débats, pour bien expliquer que la situation que l'on vit au Mali, c'est que c'est une situation conjoncturelle, comme on l'a vécu en Europe avec l'économie du charbon qui n'a pas pu rendre les Européens heureux, que si on ne la prenne pas au degré africain, elle peut susciter comme un choc demain qui ne sera pas, que nous ne serons pas même de nous en sortir. Je n'ai même pas condamné le leadership africain, parce que je l'ai condamné à l'époque, aujourd'hui ils nous reçoivent, ils nous écoutent. Et de même que je demande aux jeunes Africains de ne pas condamner le leadership des autres peuples, des autres nations, mais je refuse qu'un peuple, qu'un leadership autre qu'un leadership africain m'explique que la Russie est un pays impérialiste, mais ne doit pas le fréquenter. Parce qu'on nous a aidés à être dans le multipartisme politique, mais au nom de quoi on refuse que nous soyons dans le multipartisme économique? Au nom de quoi on refuse que nous soyons dans le multipartisme culturel? Est-ce qu'il y a un pan de liberté qui est tabou pour les Africains et un autre pan de liberté qui ne leur est pas tabou? Mais je vous dis, je parle aux peuples africains, il n'y aura plus jamais de blancs, il n'y aura plus jamais de noirs, il n'y aura plus jamais de jeunes, parce que les autres peuples ne viendront plus arrêter de force les esclaves en Afrique. Ils vont venir s'installer chez nous, ils vont être en brassage avec nous, ils vont aimer nos sœurs, nous allons aimer leurs frères. Donc il ne faudrait pas que dans ce brassage, nous soyons déficitaires. Envoyez vos enfants à l'école du blanc, envoyez les blancs à l'école du noir, envoyez les jeunes à l'école du rouge, envoyez nos enfants partout pour que la civilisation de demain ne nous soit pas déficitaire. Je répète encore, pour le moment, l'Afrique est un enjeu planétaire. Tout le monde veut venir en Afrique, tout le monde veut être africain. Il ne faudrait pas que la troisième génération, qui n'aura plus de couleur, n'ait pas du sang africain parmi eux. Je demande aux jeunes intellectuels africains de comprendre leurs leaders. Je peux aussi leader religieux, leader politique, leader économique. Le moment n'est pas venu de créer une cassure. Le moment est venu de leur dire le moment où eux, ils seront prêts pour remplacer ce leader dont nous critiquons aujourd'hui. Il ne faudrait pas que demain, lorsqu'on vous aura remplacé au pouvoir, que vous soyez des gens qui ont tué Sankara, que vous soyez des gens qui veulent tuer Assimi Gota, que vous soyez des gens qui ont envoyé Gbagbo en prison. Il faut des gens
qui comprennent que les frères d'en face ont besoin de l'Afrique, mais il faut aussi que l'Afrique reste avec quelques limbes entre eux. C'est le message du nouveau panafricanisme, c'est le message qui est le nôtre. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.